Écoutez, je suis ravi de. Alors, je ne vais pas me livrer, Chris, à des conclusions, mais plutôt un peu des mises en perspective de choses qui m'ont marqué dans cette journée. Moi, j'ai pu assister à tout l'après-midi, donc j'ai essayé de suivre ce qui a pu être discuté ce matin aussi. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est énormément d'actions concrètes qui mettent en lien les questions de santé et les questions d'environnement. Et non seulement les questions d'adaptation au changement climatique, mais aussi les questions de mitigation, d'atténuation, pardon, pour parler français. Et donc vraiment, comment agir pour protéger l'environnement est aussi une manière d'agir pour la santé. Il y a eu énormément de prises de parole sur les questions d'intersectoriel, du fait qu'on peut avoir des co-bénéfices entre plusieurs dimensions d'action publique et plusieurs manières de faire, de mobiliser aussi les citoyens et les acteurs privés dans les territoires. Je trouve qu'on a beaucoup entendu la manière dont les villes, les collectivités locales étaient en fait, j'allais dire, plus actives que les échelons nationaux. Je ne parle pas de Santé publique France, je parle des politiques sectorielles et des regards interministériels. Hein. C'est pas un acteur en particulier, mais il me semble que l'intersectorialité, elle a l'air de fonctionner davantage dans des échelles territoriales, locales, que aux échelles nationales, européennes. Et moi, ça me frappe parce que je venais dans cette journée, notamment, donc moi je dirige un think tank qui travaille sur les négociations internationales, qui essaye de faire advenir des accords ambitieux pour protéger l'environnement, nos biens communs environnementaux aux échelles européennes et internationales. Et je me disais depuis le temps que je travaille soit au ministère de l'Environnement en France ou dans ce think tank, qu'en fait on a besoin de la santé comme levier d'action pour déclencher la transformation. On a l'impression quand on travaille dans un ministère de l'Environnement ou dans un think tank pour l'environnement, qu'en fait on a beau apporter énormément d'arguments sur le coût de l'inaction si on ne protège pas l'environnement, on a besoin de parler à la mobilisation publique. On aurait peut-être besoin de parler à la mobilisation plus forte d'un certain nombre d'acteurs politiques privés, ONG, syndicats, et même les ministères en charge de politique sectorielle, en utilisant l'argument de la santé, en disant là, vous ne pouvez pas éviter d'agir pour l'environnement si l'environnement, c'est aussi protéger la santé. Et donc cette journée, moi, je la trouvais très intéressante pour ça, pour l'idée qu'en fait, on peut trouver dans la santé un levier de mobilisation politique pour gagner des arbitrages aux échelles nationales et internationales. Et en même temps, je suis assez frappé. Je rentre de 15 jours de négociations à Genève sur la préservation de la biodiversité, la convention multilatérale, donc de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, où en fait tous les objectifs du type des objectifs quantitatifs sur la réduction de l'usage des pesticides pour protéger la biodiversité ont été assez vite balayés comme trop comme étant problématiques parce qu'ils seraient susceptibles de réduire notre capacité à produire en quantité de l'alimentation, sans tenir compte du tout des enjeux de santé publique ou de santé au travail des agriculteurs, de santé nutritionnelle. Tous les intervenantes du panel précédent insistaient beaucoup sur ces questions-là. Christina Tirado, c'est son travail de parler des questions nutrition, climat et l'ensemble des autres dimensions dans les systèmes alimentaires. Et donc là, dans cet espace international, la question n'a pas été, l'argument santé n'a pas été suffisamment fort pour maintenir l'ambition en matière de réduction des pesticides. On voit la même chose à Bruxelles sur la stratégie Farm to Fork. Il y a des enjeux très importants de nutrition, de santé nutritionnelle et de santé au travail des agriculteurs pour la réduction des pesticides. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, c'est qu'il faut bien produire plus pour nourrir l'Égypte au moment où la Russie fait la guerre à l'Ukraine. Tout ça demandant normalement à être beaucoup plus détaillé pour comprendre qu'en fait, on doit à la fois préserver la santé des agriculteurs et la santé nutritionnelle de nos populations et donc changer de modèle agricole. Et en même temps, on peut très bien faire ça et réussir à surmonter la crise actuelle. Donc il ne devrait pas y avoir d'opposition. Et donc je livrais ces deux anecdotes pour dire à quel point récemment on voit aux échelles de gouvernance européenne et internationale
qu'on aura besoin de faire alliance entre les acteurs de la santé et les acteurs de l'environnement pour réussir à faire changer les trajectoires de développement, pour aller vers ces trajectoires dont Christina parlait, des Climate Resilient Development Pathways. Il faut qu'on fasse alliance. J'ai le souvenir malheureusement pardon, j'allais dire, et ce que j'ai beaucoup entendu à la fois dans la dernière session, mais toute la journée, c'est qu'en fait, les éléments d'analyse scientifique sont clairs. Le rapport du GIEC dans son groupe 2 sur les questions de santé est extrêmement clair sur les impacts dommageables pour la santé si on ne protège pas le climat et la biodiversité, et vice-versa, les bénéfices en matière de santé si on protège le climat et la biodiversité. Et donc, moi, j'ai le souvenir pour parler un peu concrètement de ce que j'appelle ces arbitrages politiques qu'on n'arrive pas à gagner. À Bruxelles, c'est une évidence pour tous ceux qui ont travaillé autour de la politique agricole commune. La DG Santé et la DG Environnement essayent de faire alliance pour obliger la DG Agriculture à réformer la politique agricole commune, et ce jeu est extrêmement complexe. Et donc je mets ça juste sur la table parce qu'il me semble important, après une journée où on a tellement parlé, et à juste titre, des co-bénéfices, du fait qu'il faut faire alliance, qu'il faut se coordonner. Ben, les alliances, c'est aussi des alliances compliquées où on fait face aussi à des résistances. Et donc, ce n'est pas juste une alliance qui est si facile que ça à monter, avec notamment certaines politiques sectorielles. J'ai rien de particulier contre le secteur agricole ou agroalimentaire, mais c'est un exemple très frappant aujourd'hui d'éléments où les arbitrages ne sont pas rendus dans un sens qui tienne compte à long terme des questions de santé et d'environnement. Et donc, moi, j'ai entendu d'autres éléments qui me semblent importants dans la journée pour cette question de la mobilisation politique, pour essayer de gagner ces arbitrages in fine. Un des éléments clés pour moi, c'est la question des inégalités. La question sociale, elle est évidemment extrêmement centrale quand on dit qu'il faut protéger le climat, il faut aller vers des trajectoires de décarbonation, ou quand il faut transformer le système agricole pour sortir des pesticides. La question principale, ou l'objection principale des secteurs économiques, c'est de dire, mais est-ce que vous voyez combien ça va faire augmenter le prix de l'alimentation, combien ça va faire augmenter le prix de l'énergie? Est-ce que vous voyez comment ça va changer les emplois dans les secteurs agroalimentaires ou dans les secteurs où il y a de la production, où l'emploi dépend de la sidérurgie ou du charbon? Et ben, je pense qu'en face, il faut aussi qu'on arrive à montrer, et en matière de santé publique, c'est extrêmement frappant, les impacts extrêmement inégalitaires qui touchent les plus vulnérables de l'inaction. Si on ne protège pas le climat, les impacts sanitaires qui vont avoir lieu sont extrêmement inégalitaires, et je pense que ça, c'est important de le montrer. L'exposition des plus pauvres aux risques climatiques ou à la dégradation, aux pollutions, est évidemment quelque chose de très important, et que les instances de santé publique arrivent à suivre et à montrer. Je pense aussi qu'il faut montrer non seulement l'exposition aux risques directement liés au climat ou aux pollutions, mais aussi montrer combien, je reprends mon exemple de la nutrition, si on dit qu'il faut changer nos modes de consommation alimentaire pour respecter le climat, c'est aussi parce que les impacts du système alimentaire, du modèle alimentaire qu'on a développé, un modèle industriel avec beaucoup de calories vides, comme on dit, c'est des impacts en matière de santé nutritionnelle qui touchent de nouveau particulièrement les plus pauvres, ceux qui accèdent plus facilement à des calories pas chères, mais qui n'ont pas d'intérêt nutritionnel. Et donc, on est bien en train je pense qu'il faut qu'on construise ensemble ce type d'argumentaire pour montrer à quel point ce qu'on essaye de construire, ce n'est pas des trajectoires de développement qui soient ambitieuses pour l'environnement, mais qui soient problématiques d'un point de vue social. En fait, elles sont importantes d'un point de vue social. Et la question de la santé est extrêmement centrale pour pouvoir faire cette démonstration du caractère socialement progressif de l'action environnementale. Toutes les trajectoires ne se valent pas. Hein. On peut très bien construire une trajectoire de décarbonation de l'économie qui soit en fait très mauvaise d'un point de vue social. Et donc, je dis pas que tout est... Mais si on la conçoit de manière adéquate, ça peut être très positif. J'ai un dernier point, et après juste quelques éléments pour les instituts de santé publique. Mon dernier point, c'est de dire la santé, c'est aussi vraiment, pour moi, une manière de mobiliser les citoyens. C'est pour ça que les échelons territoriaux, les villes dont on a beaucoup parlé, sont extrêmement importants. Sensibiliser les citoyens et aussi leur montrer comment ils peuvent agir. Aujourd'hui, beaucoup des citoyens qui sont convaincus. Hein, moi, j'ai travaillé avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. 150 personnes, ça ne représente pas 65 millions d'habitants, mais disons quand même,
même les 150, ils disaient, moi je suis convaincu qu'il faut agir, mais par contre je n'ai pas les moyens, on ne me donne pas les leviers. Et à travers les initiatives que j'ai entendues dans les villes sur les questions qui lient santé, adaptation et atténuation et nature en ville, on voit à la fois des moyens d'agir pour les citoyens, pour les mobilisations sociales, les associations, tout ce terreau d'initiatives qui existe dans le milieu social, qui est le point de départ ensuite d'une mobilisation plus collective et plus politique. Il y a plein de choses à faire qui, en plus, ne renvoient pas la responsabilité aux citoyens individuels ou aux consommateurs individuels, mais parlent du collectif et de ce que la ville peut faire au lui. Moi, je trouve peut faire pour ces mobilisations citoyennes. Je trouve très utile aujourd'hui de ne pas opposer l'action collective et l'action individuelle et de montrer à quel point, entre nos actes de consommation individuelle, les mobilisations collectives venant de la base, j'allais dire, et puis l'action des collectivités, en fait, c'est tout un ensemble qui fait que le citoyen n'est pas seul pour essayer d'agir et les responsabilités sont partagées. Et ça, de nouveau, j'insiste, les questions de santé sont extrêmement utiles pour ce type de mobilisation. Et je trouve aussi que ce qui s'est passé, et là je reviens un peu plus vers les métiers, je pense, des instituts de santé publique, il me semble que ce que la crise Covid a quand même pas mal mis en avant, c'est cette distinction entre la santé curative à titre individuel et les enjeux de prévention et d'action collective pour préserver la santé publique. La santé publique, qui à mon avis n'est pas quelque chose de très connu pour les citoyens qui parlent de leurs médecins, tout à coup l'enjeu de santé publique, le bien commun de la santé publique est quelque chose qui est rentré dans le langage courant et dans les médias, et à partir de là on peut bâtir pour défendre les enjeux de prévention, pour défendre le bien commun et des formes d'action collective où on accepte de mettre un peu en retrait notre bien-être individuel pour parler du bien-être collectif. Donc je pense qu'autour de ces questions-là, on pourrait bâtir un discours politiquement marquant qui nous permet de gagner et de progresser dans les étapes. Et moi, ça me frappe de nouveau, hein, les réseaux de surveillance que constituent les instituts de santé publique sont aussi extrêmement importants pour connecter les données et montrer toutes les connexions dont on parlait tout à l'heure et donner envie aux citoyens de se mobiliser pour ces trajectoires à co-bénéfice dont on sait qu'elles existent, mais qui pour l'instant peuvent être encore contrées par des arbitrages politiques qui disent oui, mais il y a l'économie en face ou des éléments de cette nature. Voilà ce que je voulais retenir. Et mon côté un peu militant vient probablement de ma posture dans un think tank, mais je pense qu'il faut bien penser en termes stratégiques ces questions d'alliance dont on a entendu parler toute la journée. Très bien, très bien. Sébastien, merci beaucoup. Sébastien Treyer, merci. Donc on a entendu maintenant d'un think tank et maintenant écoutons à DG Santé. J'invite Jean-Christophe Combourure, adjoint à la sous-directrice, sous-direction prévention des risques liés à l'environnement et l'alimentation. On vient d'entendre que Farm to Fork, c'est une chose qu'on veut faire et c'est une question de santé en alimentation. Mais là, je me demande, avec la crise d'Ukraine, ça complique les choses, je pense. Bonjour. Effectivement, l'action au niveau international, européen et national, en ce qui me concerne, puisqu'effectivement, vous m'entendez, oui, oui. Puisque je travaille à la Direction générale de la santé, donc au ministère de la Santé, et les changements climatiques sont vraiment des enjeux majeurs. Donc effectivement, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée à Santé publique France et à l'association IANFI. Donc ce colloque qui s'inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, donc qui retrace aussi le niveau et les enjeux des 6 mois jusqu'au mois de juin pour la France. La journée a été riche et passionnante d'échanges. On a vu l'urgence à agir qui était rappelée, mais aussi un certain nombre d'actions très concrètes au niveau des territoires, du terrain, qui sont très intéressantes et qui, au niveau national, sont vraiment très importantes. Donc en effet, lundi, le GIEC nous appelait encore à des mesures immédiates et dans tous les secteurs. Je pense qu'effectivement, la santé qui est maintenant impliquée dans le processus est un élément important. Donc là, cet appel
donc pour garantir un avenir viable. Et tout au long de la journée, donc on l'a vu que l'urgence à agir était vraiment quelque chose qui était rappelé, et le temps de l'action est largement venu. Donc effectivement, le changement climatique est un déterminant majeur de santé publique. C'est également un facteur d'inégalité en matière de santé, ça a été rappelé, ce qui nécessite que des systèmes de santé publique solides, tenant compte de l'évolution des défis environnementaux, puissent répondre à ces enjeux. Je reviendrai rapidement sur effectivement les 7 dernières années en termes d'impact sur la chaleur qui ont pu être observés. L'année 2021 a été particulièrement révélatrice en termes d'été le plus chaud dans l'hémisphère nord et même sur tout le globe, avec des vagues de chaleur, des incendies, des épisodes pluvieux extrêmes. Donc on voit que les changements climatiques sont réellement là, et effectivement la population on a réellement conscience, parce que malheureusement on est également victime. Donc le changement climatique est appelé à devenir l'une des menaces les plus graves auxquelles les populations seront confrontées au cours des prochaines décennies. Donc si des mesures importantes ne sont pas prises pour atténuer le changement climatique et s'y adapter, on assistera à une augmentation substantielle de la morbidité et de la mortalité évitable, et à des répercussions négatives sur la qualité de vie au cours des prochaines décennies. Et effectivement, la notion de qualité de vie est également importante. Les politiques et les actions visant à atteindre la neutralité climatique et à mettre en place une économie décarbonée à énergie propre auront des effets bénéfiques directs à court terme sur la santé, et c'est quelque chose aussi en termes d'échelle qui est important à rappeler. Le titre du colloque d'aujourd'hui le rappelle, la santé est un véritable levier d'action face au changement climatique, et vous l'évoquiez précédemment, effectivement la santé qui implique chaque citoyen est vraiment un révélateur d'autres problématiques. Pour autant, les crises qui succèdent, que ce soit la crise sanitaire avec le Covid-19 depuis 2 ans, la guerre en Ukraine aujourd'hui et ses conséquences, ne doivent pas faire oublier une autre menace pour notre survie, notre santé et notre bien-être, celle du réchauffement climatique. Donc s'il est difficile d'envisager toutes les retombées en termes d'impact sanitaire, nous savons déjà que certains événements climatiques extrêmes, comme les canicules, augmentent la morbidité et le risque de mortalité. On l'a vu avec des exemples concrets d'actions aujourd'hui à Grenoble et à Athènes. Dans un contexte de changements climatiques et environnementaux, le risque d'importation de maladies infectieuses et de vecteurs est toujours plus important, et de nombreuses maladies infectieuses sont en effet en lien direct avec l'environnement et la biodiversité qui sont modifiés. Ainsi, une approche globale est mise en œuvre pour renforcer la surveillance, on l'évoquait ce matin, que ce soit par des outils de déclaration obligatoire de certaines pathologies, la surveillance épidémiologique ou le renforcement des capacités diagnostiques. La lutte antivectorielle également, dans le cloud, on voyait le moustique tigre revenir, donc effectivement qui illustre notamment en France ces changements climatiques. Également des enjeux autour de la prise en charge des patients, avec des mesures d'hygiène spécifiques à mettre en œuvre, à travailler sur la transmission interhumaine ou la dissémination dans l'environnement, mais également des enjeux de recherche qui sont fortement à développer. L'un des enjeux majeurs donc, contre les risques infectieux émergents est la prévention, et l'objectif est de renforcer la mobilisation sociale et l'éducation sanitaire de tous, chacun ayant un rôle à jouer pour limiter la prolifération des maladies infectieuses, vectorielles notamment, en agissant sur son environnement direct ou en adaptant les mesures de prévention permettant de limiter les risques. Donc la prévention passe également par une communication importante sur ces enjeux. On peut également citer parmi les enjeux la pollution atmosphérique que les températures élevées favorisent, provoquent une aggravation des troubles respiratoires et cardiovasculaires, de l'asthme, des manifestations d'allergie, notamment chez les personnes les plus exposées et les plus vulnérables. On a évoqué dans le cloud également le mot allergie revenait, avec la pollinisation qui est directement liée à la température et aux précipitations, et donc qui ont un impact sur les dates de floraison et les quantités de pollen émis. Et donc un climat plus chaud entraîne une forte hausse des quantités de pollen émises pour de nombreuses espèces, avec des impacts pour la santé. Enfin, pour renforcer la prévention face aux risques émergents, il est nécessaire désormais de mettre en place une approche One Health, et l'approche doit être vraiment intersectorielle pour être pleinement efficiente. Et l'approche transversale était soulignée, mais c'est quelque chose d'important. Donc, face à ces constats que vous avez soulevés aujourd'hui et qui sont maintenant bien connus,
au niveau de la France et au niveau national, donc la France dispose d'une stratégie spécifique d'adaptation du climat depuis 2011, date à laquelle le premier plan national d'adaptation au changement climatique a été adopté. Parallèlement, la France a adopté sa première stratégie nationale bas carbone en 2020, qui décrit la feuille de route de la France pour la mise en œuvre d'une politique d'atténuation du changement climatique. Elle fournit les orientations pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas carbone dans tous les secteurs d'activité, et c'est vraiment quelque chose d'important. Elle définit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court et moyen terme pour la France, les budgets carbone, et affiche 2 ambitions: atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire 0 émission nette en 2050, et réduire l'empreinte carbone de la population française. La stratégie nationale bas carbone est l'un des 2 volets de la politique climatique française, aux côtés de l'autre volet qui est le plan national d'adaptation au changement climatique, spécifiquement dédié à la politique d'adaptation française. Pour autant, les travaux d'élaboration de la future stratégie française sur l'énergie et le climat viennent d'être engagés et ont fait l'objet d'une concertation publique qui s'est terminée en février dernier. Cette future stratégie constituera la feuille de route collective et actualisée de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050 et pour assurer l'adaptation de notre société aux impacts du changement climatique. Elle sera constituée de la première loi de programmation énergie-climat, de la 3e édition de la stratégie nationale carbone, ainsi qu'une révision du plan national d'adaptation au changement climatique et également une programmation pluriannuelle de l'énergie. Les enjeux de son élaboration sont nombreux. Le premier, c'est une urgence climatique, mais c'est aussi l'intégration des actions territoriales, on l'a vu aujourd'hui, et des enjeux sectoriels. Il s'agira notamment de traduire pour la France le rehaussement de l'objectif européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre à moins 55% net. Ce relèvement d'ambition aura également un impact direct sur l'objectif national de réduction des émissions à horizon 2030. Cela conduira à un renforcement significatif de l'ambition pour le rythme des émissions nationales qui appellera à la mise en place de nouvelles décisions supplémentaires. C'est dans cette logique d'accélération des politiques climatiques que le secteur de la santé doit contribuer à la décarbonation, mais aussi rendre nos systèmes de santé résilients face au changement climatique. De nombreux enjeux, comme l'accélération de la santé numérique également, impliquent de considérer l'atténuation de l'impact de la santé numérique sur l'impact climatique. Donc, dans ce cadre général de politique publique, le ministère de la Santé est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur la santé. Lors du Conseil de défense écologique du 27 novembre 2020, le Premier ministre a demandé à 7 ministères d'établir un plan d'action permettant de renforcer la mise en cohérence de politiques publiques avec les engagements de la France en matière de climat. Un plan d'action du ministère de la Santé permettant de renforcer la mise en cohérence des politiques publiques avec les engagements de la France en matière de climat est en préparation. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de recommandations formulées par le Haut Conseil pour le climat. Elle a vocation à couvrir un périmètre large par la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'impact des activités humaines sur le climat et l'environnement, c'est-à-dire le volet atténuation, et pour limiter les impacts de l'évolution d'autre part. Il s'agira pour le ministère de la Santé de pouvoir considérer prioritairement 6 enjeux qui déclinent la stratégie nationale bas carbone et qui est 6 enjeux dont 3 déclinent la stratégie nationale bas carbone et 3 déclinent le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc sur le volet atténuation, le secteur hospitalier et médico-social serait responsable de 12% des émissions de gaz à effet de serre. La rénovation des bâtiments hospitaliers, des établissements médico-sociaux en intégrant les enjeux d'efficacité énergétique, d'utilisation d'énergie décarbonée et de confort l'été est donc une des actions prioritaires. Donc très concrètement, dans ce secteur de la santé, le Ségur de la santé porte la mise en place d'une politique de développement durable dans les établissements de santé et médico-sociaux. Et c'est dans ce contexte, l'été dernier, que le ministère des Solidarités et de la Santé, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence nationale d'appui à la performance, l'ANAP, ont lancé un appel à manifestation d'intérêt s'adressant à tous les établissements de santé et médico-sociaux en vue de financer un réseau de conseillers en transition énergétique et écologique en santé. L'objectif est de créer jusqu'à 150 postes de ces conseillers dans les hôpitaux, les cliniques et les EHPAD. Ces conseillers en performance énergétique auront pour mission notamment d'accompagner un ensemble d'établissements dans les actions menées pour réduire leur empreinte carbone et ainsi s'inscrire dans le dispositif éco-énergie tertiaire. L'enveloppe nationale est fixée à 10 millions d'euros par an jusqu'en 2024 pour encourager ces recrutements.
Cela a été évoqué également à plusieurs reprises dans la journée. L'alimentation est également un levier, l'alimentation saine et durable est donc un enjeu également prioritaire. Et c'est dans le cadre, sur la base des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, que la loi climat et résilience a introduit une nouvelle dimension climat dans la prochaine stratégie pour l'alimentation et la nutrition pour le climat qui sera mise en place d'ici l'été prochain pour inclure donc ces enjeux. Enfin, la solidarité et la justice sociale, ça a été également rappelé, doit être au cœur de l'attention pour les populations en situation de précarité et de vulnérabilité les plus impactées par la transition bas carbone, pour laisser personne de côté. Soucieux de préserver la santé de la population face aux impacts des changements climatiques, nos actions doivent prévoir des mesures d'adaptation. On l'a vu avec les exemples dans prévention des vagues de chaleur, la préparation et la gestion des vagues de chaleur via différents plans, que ce soit au niveau national ou au niveau local. On l'a vu dans l'exemple de Grenoble, par exemple, sont des chemins à suivre et à renforcer et à adapter en fonction des enjeux et la fréquence, la répétition de ces canicules qui revient. On l'a également évoqué ce matin avec la consolidation des moyens de surveillance et d'alerte épidémiologique et sanitaire qui est également engagée. Et le changement climatique induit en effet des modifications de l'environnement et de la biodiversité qui impactent directement la santé humaine. Donc il s'agira par exemple de veiller au maintien de la sécurité transfusionnelle vis-à-vis des risques de transmission virale ou parasitaire. Le changement climatique induit des réflexions autour des usages de l'eau et le ministère de la Santé est particulièrement vigilant autour de ces enjeux, que ce soit en termes d'accès, en termes de quantité d'accès à l'eau, mais également en termes d'enjeux de la qualité sanitaire des eaux. Et c'est un véritable défi pour les prochaines années de préserver la ressource en eau. Enfin, le ministère de la Santé se doit d'être exemplaire et s'attachera également à intégrer ces enjeux climatiques et plus largement ceux liés au développement durable dans son fonctionnement et celui des établissements publics du périmètre santé. Et le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui est un des exemples déjà de l'engagement de Santé publique France en la matière. Favoriser la solidarité et la justice sociale vers les populations en situation de précarité et de vulnérabilité et les plus impactées par la transition bas carbone est également essentiel pour le ministère de la Santé. En conclusion, je voudrais souligner le rôle majeur des instituts nationaux de santé publique qui sont vraiment des acteurs clés pour agir et promouvoir les meilleures pratiques dans le domaine de la santé, que ce soit en matière d'adaptation ou d'atténuation pour améliorer la santé et le bien-être dans un climat en mutation. L'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, en renforçant également les instituts nationaux de santé publique dans le monde, a un rôle de premier plan à jouer. Et cette conférence illustre effectivement les actions. On l'a vu également dans la journée avec l'exemple des territoires et des villes. Et l'exemple d'Utrecht, d'Athènes ou de Grenoble sont vraiment des exemples inspirants à partager. Enfin, il nous faut poursuivre la collaboration des institutions avec les organisations internationales, régionales qui sont actives en la matière, mais également la société civile et les citoyens qui sont engagés dans les domaines de la santé publique et du changement climatique. Pour terminer, s'assurer de la prise en compte de la santé publique dans les politiques de changement climatique et suivre l'efficacité de mesures proposées au moyen d'indicateurs clés est également quelque chose de déterminant pour évaluer nos politiques publiques et notamment de pouvoir avoir une approche One Health, on l'a évoqué à plusieurs reprises, et de pouvoir croiser ces enjeux et de pouvoir les évaluer de manière transversale est aussi un élément particulièrement important. Donc, voilà, merci beaucoup pour l'invitation et la journée particulièrement intéressante et riche d'enseignements et surtout d'exemples concrets, parce qu'au-delà de l'engagement au niveau national ou international, la déclinaison au niveau des territoires pour répondre à ces enjeux est vraiment, je dirais, le maillon déterminant et effectivement le cadre national doit pouvoir aider à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci. Merci. Alors, dernièrement, on donne le dernier mot à la science. On donne le mot à Laetitia Huyard, directrice scientifique à DG Santé. On est maintenant à 16h40. Normalement, il faut terminer maintenant, mais on va vous donner quelques minutes quand même à la science. Est-ce que ça vous donne de l'espoir, Laetitia, ce que vous avez entendu aujourd'hui, que la santé peut être
et doit être un levier pour faire face au changement climatique? Avant de vous répondre sérieusement, je vais peut-être commencer par une anecdote personnelle de ce matin. Je suis spécialiste de santé publique et j'ai des enfants. Et j'ai des enfants qui sont pour certains dans la tranche de l'adolescence. L'adolescence vous interroge beaucoup sur ce que vous faites, ce que vous êtes, où vous allez. Et pour mes enfants, en fait, je fais un métier plutôt obscur, grosso modo. C'est-à-dire que, bon, je suis médecin, mais je ne soigne pas vraiment les gens. Donc, finalement... Et je vais utiliser la formule de ma fille, qui est la plus proche de l'adolescence, parce que c'est la formule qui nous interpelle le plus. Je tape sur un clavier d'ordinateur et je fais des réunions. Voilà ce que je fais. Alors, parfois, la radio mentionne Santé publique France. Donc là, ça devient un peu concret. On compte des cas de Covid. Donc là aussi, il y a un truc qu'on fait qui est un peu concret, qui est peut-être utile. On ne sait pas trop, mais enfin peut-être. Et puis, on leur interdit de manger des trucs sympas, soit pour des raisons nutritionnelles, soit pour des alertes sanitaires. Enfin bref, on manque quand même d'attrait. Hein. Je dois dire qu'on ne recrute pas beaucoup à la maison en ce moment. Mais ce matin, c'était un peu différent. Et en fait, en racontant la journée, ce qu'on allait faire, la santé, le changement climatique, on a vu des yeux se lever que peut-être ce qu'on faisait avait un intérêt pour la santé publique. Peut-être. On va discuter ce soir, on verra si concrètement on a répondu aux attentes. Mais en tout cas, ce matin, c'était différent. Et si c'est différent, c'est que ça veut dire quelque chose. Et ça rend fier. C'est quand même une fierté que je partage avec vous, c'est que ce qu'on a fait aujourd'hui a peut-être une utilité de la perception des enfants. Et les enfants, pour moi, ils ont toujours raison. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et en fait, ce que nous demande la jeunesse, et je pense que c'était ce qui était dit ce matin, c'est qu'on ait des actions concrètes, et qu'on ait des actions concrètes tous les jours. Et je crois que c'est ça qu'ils nous disent. Et on sera interrogé régulièrement, je peux vous le confirmer. Et ce que je retiens, on a parlé de temporalité, et certaines personnes ont apporté des nuances dans la temporalité, en disant c'est peut-être pas maintenant tout de suite, c'est peut-être qu'on n'est pas sur une urgence absolue, peut-être qu'on est sur une urgence relative. Mais en fait, quand on regarde ce qui a été dit, quand on regarde l'anxiété qui est exprimée par les plus jeunes, et c'est même pas de l'anxiété, c'est de la détresse en fait qui est exprimée par les plus jeunes, et finalement, on se dit que c'est pas possible d'attendre. C'est pas possible d'attendre quelques jours, c'est maintenant, tout de suite, l'urgence. Le capital santé qu'on doit négocier maintenant dans les décisions publiques, c'est cette jeunesse qui nous le dicte. On ne peut pas laisser porter cette détresse extrême par la jeunesse actuelle. Donc ça, c'est ce que moi, j'apporterai dans ce débat aujourd'hui. Et puis, nous, au-delà de nous en tant qu'individus, on est une agence de santé publique et on a des responsabilités. Comment on a été interrogé sur ces responsabilités ? On a parlé de changement de société. C'est ça qu'on a dit. Et finalement, ce qu'on nous a montré, c'est que agir, c'est le choix le plus simple. On nous a dit, c'est le simple choice. Et effectivement, les autres choix n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire que c'est le seul choix qui nous permet d'avancer à la fois pour notre jeunesse et qui peut aussi avoir des bénéfices pour la santé. Donc est-ce qu'on a d'autres choix finalement qu'agir ? On n'en a pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et la pandémie de Covid, elle est revenue plusieurs fois dans la discussion. Elle nous a appris énormément de choses. Elle nous a appris quelque chose d'extraordinaire. Elle nous a appris que, pour la santé, on était capable d'avoir des actions mondiales, extraordinaires, qui changeaient tout, qui impactaient l'économie, qui impactaient tout un tas de trucs, et que tous les freins habituels qu'on nous donne pour agir, on est capable de les surmonter dans certaines conditions. Donc il y a ce potentiel qui existe, mais on a bien discuté aussi qu'on ne pouvait pas avoir que de l'action pour la santé et qu'il y avait des balances à trouver entre le health and wealth et que c'était des éléments extrêmement importants à prendre en compte pour pouvoir être bénéfiques pour la santé. Donc en fait, notre responsabilité à nous, en tant qu'individus, en tant qu'acteurs de la santé, en tant qu'acteurs de la santé publique, en tant qu'agence de santé publique, elle est immense dans cette histoire-là. Alors, bien sûr, on doit réduire, on doit être exemplaire, on doit réduire nos émissions, on doit travailler sur notre environnement, mais aussi, on doit inclure cette thématique au centre de nos actions. Et je dis bien, pas préoccupation, je dis bien nos actions. Et est-ce que ça doit être une de nos priorités institutionnelles ou notre priorité institutionnelle ? Quelque part, le débat, moi, je l'ai entendu plutôt à ce niveau-là. Et donc, pour promouvoir et protéger la santé de la population, peut-être que le débat actuel, c'est est-ce que cette thématique-là n'est pas le centre de nos priorités ?
Notre rôle, c'est aussi de contribuer à faire avancer l'agenda politique, et je crois que certaines interventions, dont notamment dans la conclusion, ont montré les difficultés qu'on peut avoir à faire avancer cet agenda politique et l'importance des enjeux santé pour faire avancer cet agenda politique. On doit contribuer aux politiques publiques par la science. On est des agences scientifiques, on doit documenter, comprendre, évaluer, quantifier les bénéfices, proposer des solutions. Et ce conseil du Greenest Healthy Choice, qui a été mentionné ce matin, est certainement l'un des éléments qui est le plus important. On voit aussi que les travaux du GIEC amènent des éléments très concrets dans la réponse, très concrets dans les interventions et dans leur capacité à changer et à impacter la santé. On voit évidemment les exemples inspirants des municipalités d'ici ou d'ailleurs qu'on a pu évoquer et des engagements politiques forts qui ont pu être mentionnés par notre collègue Tracy ou par le représentant de notre DGS. On doit aussi former des acteurs, accompagner, soutenir nos associations sœurs. On voit encore que comme dans le Covid, on n'est pas seul, on est dans un enjeu mondial et qu'on est tous ensemble dans cette même dynamique. On doit travailler en continuité et puis en s'ancrant sur des acteurs institutionnels stables pour ne pas être à nouveau balayés en fonction des priorités, des agendas et pouvoir s'inscrire dans le temps. Le deuxième élément que je retiendrai, c'est que nous devons changer nos façons de travailler. Ça, c'est aussi important d'avoir une vision plus large, de reconnaître l'interconnexion des systèmes dans une optique One Health. Ça a été mentionné, rementionné, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit re-questionner dans nos travaux au quotidien. L'intersectorialité disciplinaire, on n'a pas tellement entendu le terme de multidisciplinaire ou d'interdisciplinaire, mais ça rejoint le même concept. Aussi via les réseaux d'acteurs multiples, dans le cas d'un continuum d'action, c'est des choses qu'on doit renforcer et qui font partie de nos savoir-faire. Ça fait partie des éléments peut-être qu'on doit encore développer, qu'on a pu développer pendant le Covid. On voit dans le Covid tous les enjeux de la logistique, de tout un tas d'autres dimensions que la dimension santé qui ont pu être à l'œuvre et avec lesquelles on a appris à travailler. Cette intersectorialité, elle a été mentionnée, elle est aussi totalement illustrée par les personnes qui ont été présentes aujourd'hui et qui ont pris la parole et qui montrent les divers aspects et les divers éléments qu'on peut mettre en jeu ensemble. Les échelles, évidemment, diverses qu'on a pu discuter, alors de l'échelon mondial, du small village, qui est la planète, jusqu'à l'échelon finalement le plus fin. Et le plus fin, c'est quoi? C'est l'individu finalement. Et c'est un peu tous ces échelons-là qui ont été mis en jeu. Et ce qu'on voit, c'est qu'on ne sait pas où se situe la bonne action, mais certainement que la commune, la municipalité, est un lieu où l'intersectorialité est peut-être plus fluide, plus facile à mettre en œuvre que à des échelles qui sont plus complexes. Et nous, en tant qu'agence, on est aussi très intéressés par ces enjeux territoriaux. On est décliné à différentes échelles et on essaie d'aller au plus près du territoire pour les actions de santé publique qui sont importantes. Il y a aussi des opportunités pour nous à ne pas rater dans ce changement de mode de travail. On travaille traditionnellement sur des risques. On vient beaucoup du monde de l'épidémiologie et dans beaucoup d'agences et on travaille sur des facteurs de risque, des risques individuels. Et ce qu'interroge cette thématique du changement climatique, en fait, ce n'est pas la notion de risque ou de facteur de risque, c'est d'avoir une réflexion systémique. Et l'enjeu, il est là, il est de pouvoir passer, de pouvoir réfléchir et construire des environnements favorables à la santé, à la fois pour des enjeux de réchauffement climatique, de changement climatique, mais aussi pour des maladies chroniques, pour des maladies infectieuses, et tout ça dans un continuum qui est totalement global. On doit certainement, le troisième élément, moi il me semble, on doit influencer les agendas de la recherche. Et c'est un enjeu majeur on voit tous les progrès, on voit toutes les données qui existent et qui ont pu convaincre et qui fait qu'on n'est pas en train de questionner le réchauffement climatique, on est en train de questionner la façon dont on va le prendre en charge. Mais on doit soutenir et contribuer à définir les agendas de recherche sur ces enjeux pour identifier les manques, parce qu'il en manque, mais aussi pour inciter la science à produire une action, de la connaissance actionnable. Ça, c'est fondamental pour qu'on puisse vraiment avoir des réponses concrètes. La science, la recherche doit nous aider à travailler sur l'analyse intégrée des effets en cascade du changement climatique, élaborer des indicateurs communs pour soutenir les politiques d'adaptation et d'atténuation, d'évaluer les stratégies d'adaptation actuelles. Donc ça, c'est absolument fondamental pour qu'on puisse vraiment arriver à avancer sur une feuille de route commune autour de One Health ou de Planetary Health. On peut débattre à l'infini de la sémantique, mais on est vraiment sur ces enjeux-là.
tout en gardant au centre, comme on a pu le faire dans d'autres, comme on a pu le faire probablement, enfin, en tout cas c'est ce que nous a appris la pandémie et la crise Covid, tout en gardant vraiment au centre de nos réflexions les enjeux éthiques, qui sont absolument, pardon, les enjeux d'équité, enfin, c'est aussi un enjeu éthique d'ailleurs, mais les enjeux d'équité qui sont vraiment fondamentaux et qui ont montré tout l'impact et la diversité d'impact sur la société en fonction des caractéristiques des personnes et de la vulnérabilité de ces personnes. Donc nous avons un rôle clé à jouer dans la traduction de la science en politique publique et en pratique. Et je pense que c'est ce qu'illustrait cette journée et qu'on a partagé ensemble. On va évidemment poursuivre nos travaux au sein de SPF, dans notre programme de travail, puisque c'est un des enjeux phares de notre programme de travail. Et puis également, évidemment, au sein d'IANFI, où il y a eu la création d'un comité permanent permettant de développer et de donner une place définie à cette thématique-là. Enfin, je voudrais remercier évidemment les orateurs extrêmement intéressants et inspirants qui ont pu prendre la parole aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tous les participants. Nous avons eu plus de 1150 connexions. Et parfois, ça n'a pas été facile pour eux, puisqu'on a eu quand même un certain nombre de soucis techniques, et je voudrais m'en excuser auprès d'eux. Mais en tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cet événement avec nous. Un grand merci également aux équipes qui ont pu rendre ça possible, à la fois sur le contenu, sur l'organisation, et qui ont pu traverser cette journée, la construire, et puis qui la porteront au-delà de cette journée, puisque cette journée n'est qu'une journée parmi tant d'autres. Et moi, je vous rappelle que je serai interrogée tous les soirs au moment du dessert, donc il va falloir un peu travailler. Je voudrais remercier le président d'IANFI, Duncan Shelby, qui a contribué de façon très très importante à cette journée, et évidemment le président de notre conseil scientifique, John Newton, qui était également avec nous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Laetitia. Eh bien, c'est la fin de la journée. Et toute une journée de parler de comment la santé peut servir comme levier d'action. Je pense que ça nous donne de l'espoir. Encore 2 ou 3 merci. Un merci à Santé publique France, un merci à la présidence française de l'Union européenne, et un grand merci à vous, à tout le monde qui sont ici et ailleurs connectés. Et votre tâche n'est pas finie, parce qu'il y a le hashtag. Et s'il vous plaît, il faut transmettre ce que vous avez entendu plus loin, dans le monde entier. Hashtag SPFrance, hashtag IANFI, hashtag For Climate, ou bien un hashtag en mettant tous les 3 ensemble. Bon, vous avez le choix. Et les ressources. Les ressources sont sur le plateforme que vous voyez en ligne. Et dans quelques jours, il y a aussi tous les PowerPoint, tous les slides et les vidéos qu'on a montrées, qu'on a affichées pendant la journée. Donc, il faut garder ça en esprit. Je pense que c'est tout. Je suis Chris Burns. Au revoir et à la prochaine fois. Merci.